Bonjour et bienvenue sur La Boîte Noire, merci de nous écouter. Alors pour cette intro, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà de 1, c'est qu'elle est tournée en différé comparé à l'enregistrement que vous allez écouter après, donc l'intro je la tourne plus tard en fait. La deuxième chose, c'est que l'épisode que vous allez regarder aujourd'hui, c'est la première fois que je la monte sur Premiere Pro. Avant, je montais sur Sony Vegas. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, c'est juste deux logiciels différents. Donc, s'il y a 2-3 petites erreurs, n'en tenez pas compte. C'est parce que j'essaye de maîtriser encore le logiciel de montage. Et la dernière chose, voilà, c'est que là, il y a eu un petit problème d'enregistrement. Du coup, il y a les 3 premières minutes qui ont disparu. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Du coup, ça coupe un petit peu la présentation de la première personne qui est Valérie, qui est aussi ma mère. Donc ça coupe un tout petit peu, voilà. Je tenais à vous le prévenir, donc c'est normal si d'un seul coup ça pop le son, donc je suis désolé. Vous manquez pas grand chose non plus, mais voilà. Et en tout dernier, je voulais aussi vous remercier. Alors déjà pour les retours du premier épisode, c'était insane le truc. Comment expliquer ? En fait, le projet à la base, voilà, il était tout simple et tout. Le premier épisode, il est pas forcément très bien construit. Peut-être que celui-là aussi, il est peut-être mal. On va dire, en tout cas, il est mieux. Il est mieux construit que l'ancien. Mais enfin bref, vous me direz. Mais j'ai eu des retours, mais tellement positifs en fait que ça m'a donné, mais ça m'a donné une boule d'énergie le truc pour continuer en fait. Vous vous rendez pas compte, c'est puissant ce que j'ai eu. Ce que j'ai eu, c'est puissant. Donc voilà, je vous en remercie, mais jamais je pourrais jamais vous remercier. Alors, vous voyez, j'ai plus les mots. Bref, je vous remercie pour tout. Je vous laisse avec le podcast. C'est normal si ça coupe et que vous a tiré un peu de nulle part. Voilà, c'est ma mère qui commençait à se présenter. Donc voilà, je vous souhaite un très bon épisode. Et puis, une prochaine fois. Et je me qualifierais même de femme sorcière moderne. Donc c'est vrai que le sujet m'intéressait, même si je me considère plus particulièrement dans les jeunes, la sexualité des jeunes. J'ai quand même été jeune avant ça. Et c'est tout un chemin, je dirais, mais de croissance personnelle que la sexualité. Donc ravie d'être avec vous. Cool, merci. Fanny, si tu veux continuer. Moi je m'appelle Fanny. Je sais pas vraiment comment me présenter, mais j'ai 17 ans, tout ça, et je suis encore je suis en terminale au lycée d'Arsonval, dans ton lycée, quoi. Ok, c'est cool. Vas-y, Gabi, si tu peux. Moi, je m'appelle Gabriel. Je suis dans la même classe que Fanny, en terminale MV. J'ai actuellement 18 ans et je suis un très bon ami de Mathéo. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, team majeur, on connaît. Voilà. Mais oui. Vas-y, Lucien, si tu veux te présenter. Ok, donc moi c'est Lucien, 17 ans, au lycée d'Arsonval avec Gabi, Fanny et notre cher ami Mathéo. Et à part ça, rien d'autre à dire, à part que je suis intéressé par le débat, donc merci pour l'invite. De rien. Et puis je t'en prie, vas-y, Stella. Moi c'est Stella, je suis étudiante depuis septembre. J'ai actuellement 18 ans, même si j'en fais 13. Et je voulais vraiment participer aujourd'hui. Merci Mathéo de m'avoir autorisé à venir parce que je trouve le sujet très intéressant et parce que je suis féministe, tout simplement. Ça me fait plaisir en tout cas de vous avoir avec moi, ça me motive encore plus. Donc voilà, je vous remercie surtout vous. Du coup, vous connaissez à peu près le thème du jour. Du coup, on va parler du cul, du sexe, voilà, chez les jeunes. Et puis, on va voir un peu l'avis de notre sensei, j'ai envie de dire. Et du coup, alors plutôt surpris encore plus parce que alors l'épisode 0 déjà, il y avait beaucoup de monde qui avait participé, mais alors là, bizarrement, dès que ça parle un peu de cul et de fesses, là, il y avait mais genre tellement de monde qui ont participé, c'était impressionnant le truc. J'en reviens encore pas, mais voilà, donc merci à tous d'avoir participé un peu au sujet, au sondage que j'avais fait. Donc
donc voilà, donc sur Instagram, j'avais demandé un peu les questions que les gens se posaient, les réflexions qui se faisaient et tout. Et il y avait pas mal de choses qui étaient semblables. Du coup, j'ai un peu regroupé tout ça, en deux gros sujets en fait. Donc le premier sujet, c'était l'éducation sexuelle à l'école. Le deuxième, c'était l'influence de la pornographie. Et puis après, j'ai mis une autre catégorie autre parce que c'était d'autres questions un peu plus qui étaient moins spécifiques, mais donc voilà. Bon, est-ce que ça vous va ? Parfait. Moi, ça me va, parfait. Bah c'est nickel alors. Du coup, alors le premier sujet, enfin du coup l'éducation sexuelle à l'école, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, alors il y a 3 personnes qui m'ont dit l'éducation sexuelle est horrible, on apprend les mauvaises choses et en plus il y a des sujets plus intéressants, par exemple l'hygiène privée que beaucoup de jeunes négligent, des risques qui sont importants. On nous dit aussi à l'école, le seul sujet qui est abordé c'est celui de la reproduction et non du plaisir. Une troisième nous dit on n'en parle pas assez à l'école ou les autres, enfin on n'en parle pas assez dans les écoles. Faudrait que des intervenants en parlent plus souvent et ne pas attendre que les jeunes ne tombent sur la première vidéo X et prennent celle-ci pour référence. Waouh. Ouais, non mais il y avait des, il y a des bonnes réflexions. Ouais, il y a des bonnes réflexions de fou. Hein. Donc voilà, alors du coup, je sais pas si toi, alors du coup, je sais pas si je vais t'appeler maman pendant toute l'émission ou si non, je vais t'appeler par. Tu vas m'appeler Valérie, hein. Ouais, je vais t'appeler Valérie, ce serait un peu plus pro, on va essayer, ça faire un peu plus pro, tu vois. C'est ça. Alors du coup, Valérie, vu que voilà, t'as fini l'école depuis bien longtemps. Longtemps. Ouais. Du coup, je voulais savoir si toi, du coup, t'avais eu des cours d'éducation, des cours d'éducation sexuelle dans ton lycée, dans ton collège et tout. Ouais, je sais pas, on l'appelait pas comme ça, mais bon, de toute façon, on tentait de nous informer. Et là où je trouve ça dramatique, c'est pour ça que je faisais waouh, c'est que vos remarques finalement sont les mêmes que celles qu'on pouvait avoir. On ne parle que de reproduction. Je sais pas si on parlait beaucoup plaisir. Je sais pas si on était plus dans la séduction. Moi, quand j'étais au collège, au lycée, on n'était pas tellement dans la sexualité. Je vous trouve quand même vachement précoce, ça maintenant. Mais peut-être parce que justement, enfin, je trouve qu'on vit dans un monde qui est hyper sexualisé. Moi, ce qui me choque encore aujourd'hui, c'est que on ne parle que de la sexualité de façon mécanique, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, pour vous, la sexualité, enfin, c'est mon impression, mon ressenti. J'ai le sentiment que la sexualité, c'est quelque chose qui, alors oui, on va parler de plaisir, et oui, on va parler de quelque chose de mécanique, quelque chose qui fait peut-être du bien et qui décharge de toutes les tensions du quotidien, et bon sang qu'on peut en avoir, mais c'est tellement plus que ça, quoi. C'est tellement plus que ça. Et tellement plus que ça, d'ailleurs, même au point où je me dis, mais c'est normal que les hommes et les femmes, quel que soit leur âge, ne se comprennent pas, quoi, aujourd'hui. Ouais, bah c'est vrai que ce qu'on nous apprend au lycée, c'est, ouais, enfin moi du moins ce que j'avais eu du coup au lycée et au collège, c'était côté très mécanique. Et puis ouais, juste comment on fait des bébés, quoi, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que la notion du plaisir et du coup de aussi tu nous dis c'est beaucoup plus que ça. Alors je serais ravi d'en entendre encore plus sur ce que tu penses et tout, mais ouais, c'est généralement c'est ça, quoi, dans les lycées. Alors peut-être parce que je sais pas, hein, mais c'est peut-être parce que je sais pas, les personnes les intervenants peut-être sont coincés dans une faille temporelle qui, je sais pas, ils nous apprennent le même programme depuis les années 90, je sais pas du tout. Ça va ? Parce qu'ils savent pas. Moi, les informations auxquelles j'ai eu accès, et pourtant j'ai toujours eu un discours très 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 libre avec ma mère sur le sujet. Elle me les a pas transmises non plus. Donc non, il y a des choses qui ne se savent pas. Mais moi, justement, je suis contente, quoi, des personnes que tu invitais qui sont là autour du sujet, parce que Stella disait voilà, je suis féministe. Mais c'est tellement en lien aussi avec la sexualité, ça, et puis c'est la connaissance qu'on peut avoir les hommes des femmes les uns les autres. Donc, enfin, je trouve que là, il y a un beau panel, tu vois. Je serais curieuse d'entendre Stella par rapport au sujet. Alors, si je peux me permettre, Valérie, tu ne sais même pas à quel point tu as raison. Pour
pour le bac, maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le grand oral et on travaille sur un sujet qui nous intéresse. Et moi, j'ai décidé de parler de la sexualité et des avancées féministes dans la sexualité. Et j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai découvert que le féminisme fait énormément de choses pour lutter surtout contre la vision imposée par les hommes pour les hommes. Donc, par exemple, tu parlais de pornographie, Mathéo. Si vous regardez la plupart des films porno, ce sont des pratiques vues et aimées principalement par les hommes et destinées à des hommes. On voit rarement le plaisir féminin et tout ça. Et la sexualité est en train d'évoluer. Et les féministes ont créé ce qu'on appelle la pornographie féministe. J'en reviendrai plus tard dans ton deuxième grand axe, qui permet de changer tout ça. Ouais, j'avais vu aussi le truc là de la pornographie féministe et tout. Genre, j'ai voulu faire mes petites recherches, mais j'en ai jamais trouvé. Alors, je sais pas pourquoi. Je suis peut-être parce que je suis un homme, j'ai été banni de tous les réseaux comme ça, je sais pas, mais ouais. Mais carrément. Et par rapport à ce qui nous est enseigné au collège, moi, je me souviens pas de cette notion de plaisir qui était abordée. Moi, je me souviens de quelqu'un qui me disait, vous mettez un préservatif pour vous protéger des maladies, les jeunes. Ouais. C'est ça aussi. C'est ça que nous Le pire, c'est qu'ils nous apprenaient surtout, enfin, genre, on va dire, dans la notion technique, ils nous apprenaient surtout que le préservatif, on va dire. Il y avait pas d'autres moyens. Non, enfin, genre, ouais, bah, oui, après, aujourd'hui, je crois que le dernier cours d'éducation sexuelle que j'avais fait au lycée, ils nous avaient parlé aussi un peu du préservatif féminin, tu vois. Mais je me souviens, au collège, c'était plus genre juste, bah, mettez un préservatif et puis voilà, quoi. Ouais, on parlait pas du plaisir, on parlait pas de l'acte, que ça pouvait être quelque chose de vraiment bien. Et aussi, une des choses duquel on parlait pas, je me permets d'intervenir là-dessus, c'est du plaisir, par exemple, entre une relation homosexuelle. Ça, Ouais. personne nous a jamais dit comment se protéger. Ouais. Voilà, on nous protège, on nous dit de nous protéger dans des relations hétérosexuelles pour éviter les maladies et les enfants, qui ont des répercussions importantes les deux, on peut le dire. Mais les relations homosexuelles, personne ne nous dit comment on peut se protéger. Personne. Juste. Voilà. Moi, j'ai aucune idée de comment on fait pour se protéger pendant un rapport homosexuel entre deux hommes. J'ai fait des recherches au niveau de comment ça se passe entre deux femmes, et il s'avère que, on va être en direct dedans, il s'avère qu'il faut se protéger, par exemple, pendant un cunnilingus, parce que vous pouvez attraper des maladies par le contact bucco-génital. Et moi, ça, je ne savais pas. Je n'avais aucune idée qu'il fallait se protéger. Ouais, mais il y en a beaucoup qui le négligent. Hein. Aujourd'hui, on le voit bien. Ils se disent, enfin, c'est les gens, ils se disent, ok, on se protège. Enfin, par exemple, pour des personnes. Alors, je parle par une base de personnes hétéros. Juste les personnes hétéros vont se dire, on se protège, mais c'est juste, ils pensent juste à se protéger pour une pénétration. Mais après, tout ce qui est, on va dire, préliminaire, donc que ce soit pour hétéros ou personnes homosexuelles, les gens ont tendance à se dire, bah, les protections, ça sert à rien, quoi. Ouais, parce qu'aussi, ils se protègent plus du fait de pas avoir d'enfants, mais ils pensent pas forcément aussi aux maladies. Ouais, je pense aussi qu'ils pensent pas trop à ça. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans l'échange là qu'on a, c'est que, et je le regarde en prenant vraiment de la hauteur, là je me pose vraiment en observatrice, on est quand même en train, alors on parle de la sexualité, mais enfin, on est censé parler d'amour, hein. Et moi j'entends beaucoup de peur surtout, j'entends lutter, j'entends se protéger, j'entends maladie, j'entends... c'est quand même un vocabulaire qui est interpellant, vous trouvez pas? Ouais, si, c'est vrai. Ouais, c'est par rapport peut-être à ce qu'on nous a appris, peut-être qu'on réutilise les mêmes mots, je sais pas. Ouais. La façon de communiquer peut-être est pas la bonne, du coup ça crée une atmosphère un peu de... Enfin, genre sans qu'on le sache, de peur, ouais, c'est vrai, ouais. C'est ce qu'ils nous apprennent en fait, je pense. Ouais. Et parce Bah, que j'ai quand vu. même- Vas-y. Vas-y, qui? Ouais, c'est la question. Bah, vas-y, maman, s'il te plaît, après, Stella, tu pourras...
Ouais, je disais, c'est très facile de maintenir les gens dans la peur, hein, finalement. Donc oui, tout ce qu'on peut vous transmettre, puis qui se transmettent visiblement d'année et de génération en génération, parce que j'ai entendu les mêmes discours. Hein. Vous parliez de éducation sexuelle, finalement on ne parle pas de plaisir, on ne parle que, en effet, je me rappelle très très bien du préservatif, comment mettre un préservatif, et puis je crois que ça s'arrête à peu près là, et puis comment on fait les bébés, et en dehors de ça, on se dit mais la sexualité a donc que cette seule vocation, la reproduction. Et puis à côté de ça, surtout protège-toi parce que c'est bien dangereux cette histoire-là. Stella, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je voulais dire que souvent, généralement, je suis totalement d'accord avec ce que Valérie vient de dire. Et c'est vrai qu'on parle, nous, très peu de sexualité et sentiments. Et c'est vraiment quelque chose qui est super important, je trouve. Mais parce que on voit tellement de choses. Par exemple, la pornographie, c'est de la sexualité, mais il n'y a pas de sentiments. Et on s'en rend pas compte, mais on est influencé par toutes les petites choses comme ça. Et il y a des fois, on se met juste dans la tête qu'il faut juste avoir des rapports sexuels, c'est tout. Et on oublie tout le reste. Et je suis tellement d'accord avec Valérie pour ça que c'est dommage, parce que c'est un des aspects les plus importants aussi. Merci Stella, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'entendre des jeunes de votre âge avoir conscience de ça, parce que là où j'en suis, je suis quand même à l'aube de mes 50 ans, on peut le dire. La sexualité, pour moi, c'est un langage. Hein. Et donc, forcément, qui dit langage, dit en effet, dit émotion, dit sentiment. Et donc, au-delà de l'aspect mécanique, je dirais, mais c'est anecdotique, quoi. L'aspect mécanique, c'est juste la cerise sur le gâteau. Au-delà de ça, c'est qui dit donc sentiment, qui dit communication, ça veut dire, faut peut-être apprendre à se connaître, quoi. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Je sais plus à qui j'en parlais il n'y a pas très très longtemps. Et c'était un jeune homme et ça l'avait fait marrer. Je crois que je te l'avais partagé, Mathéo, aussi. J'adore ce bouquin qui est ce qui est. Hein. C'est les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Oui. Voilà. Et il y a un endroit vraiment qui m'est resté parce qu'il est tellement criant de vérité, qui dit que les hommes sont comme... Non, il faut commencer par les femmes, c'est plus rigolo. Les femmes, c'est comme la lune, elles sont cycliques. Et c'est important cette notion de cycle, hein, pour pouvoir communiquer justement ensemble. Les femmes, elles sont cycliques, comme la lune, et les hommes, c'est comme le soleil, ils se lèvent tous les matins. Et quand on a conscience de ça, on se dit que pour communiquer, il va falloir que on puisse se connaître l'un et l'autre, pour finalement faire que la sexualité soit un espace de communication et où il y ait véritablement des sentiments. Quand tu nous as posé des questions pour préparer ce podcast, Mathéo, j'ai trouvé bien qu'en effet l'aspect pornographique vienne sur le débat, parce que oui, c'est omniprésent. Mais je trouve ça dramatique que ce soit finalement le moyen d'accéder à une, je le mets entre guillemets, éducation sexuelle. C'est dramatique. Bah, ouais. Et on va... Vas-y, Gaby. Ouais, je voulais un peu intervenir parce que j'étais beaucoup en écoute, du coup c'était très intéressant, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Après moi, pour ma part, je sais que à mon collège, on va dire que la prof était assez bridée sur certaines questions par rapport aux personnes qui étaient dans ma classe. Je pense que l'environnement des établissements où les jeunes se trouvent, en fait, peuvent pas exprimer pleinement leurs questions sur les relations, sur la sexualité. C'est pour ça qu'il avait fait pas mal intervenir des intervenants comme le planning familial qui peut se retrouver au Sanitas. Et ce que je trouve intéressant là-bas, c'est que intéressant et pas totalement intéressant, parce que il séparait vraiment les filles des gars. Il y avait un peu une exclusion où on voyait les gars, ils posaient leurs questions par eux et les filles avec que les filles, en fait. Il y avait une espèce de division et on pouvait pas, vu qu'on était retrouvés qu'avec des gars, on pouvait pas, par exemple, trop parler de tout ce qui était niveau homosexualité, tout ça, ça restait vraiment très vaste aussi sur le préservatif et tout ça. Et puis les intervenants, en fait, se calaient par rapport à nous, à nos questions, on était des personnes assez réservées et on n'exprimait pas totalement toutes les questions, excusez-moi, on disait pas totalement toutes les questions qu'on voulait dire, et ils n'allaient pas chercher justement cette relation de plaisir qu'on a, et c'était toujours aussi mécanique.
C'est pour ça Ouais. que je pense que si avec certaines personnes qu'on peut se retrouver dans les classes, et ben les profs parlent plus de reproduction, c'est sûr, avec tout ce qui est les cycles, ovulation, tout ça, très scolaire. Et après, dans certains lieux comme le planning familial, malheureusement, ils excluent gars et filles. Et puis, ils pensent que là, on va dire des choses plus intimes. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais je sais que quand on peut des fois réunir les garçons et les filles, comme dans des classes au collège ou au lycée, et ben les mots sortent pas parce qu'il y a une espèce de sorte de supériorité ou d'infériorité par rapport aux filles et aux gars. Et ce que je trouve pas ça normal, justement. Ouais, en fait, c'est une espèce de. Comment expliquer ça les jeunes se sentent très mal à l'aise par rapport à l'environnement où ils peuvent poser leurs questions, en fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Bah, ouais. Bah, le truc, c'est. Je sais pas, hein, mais le. Alors, je sais pas d'où et je sais pas comment, mais on va dire que la sexualisation. La sexualité, de mon point de vue, je trouve qu'il y a. Même si ça se débloque de plus en plus, il y avait une période où ça restait quand même quelque chose d'un petit peu tabou. Et c'est peut-être. Alors, peut-être que du coup, je sais pas, les enfants, ils ont une répercussion dessus et, et du coup, ils osent moins poser les questions, ou peut-être qu'ils se sentent moins à l'aise, ou je sais pas, mais ouais, ça peut en faire partie, quoi. Oui. Ça Après, je sais ça pas. joue. Pardon, vas-y Gabi. Ouais, allez-y. Non, allez-y. Je dis, Vous battez pas, hein. t'as deux sujets tabous en France, hein, c'est le sexe et l'argent. Donc c'est sûr que si ton deuxième sujet c'est l'argent, c'est bon, t'auras autant de monde. Hein. Alors Mais, pour rebondir, Oui, désolé, Lucien. pour rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit là, parce que j'écoute depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est que chaque personne déjà va vivre sa sexualité différemment. Par exemple, il y a des gens, je sais pas, pour mettre un nom dessus, on peut dire ceux qui sont un peu libertins ou échangistes, tout ça, ou pour qui le sexe ne va pas forcément avec les sentiments, ou il y a d'autres personnes qui, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui reste ensemble. Donc, je pense qu'au final, il n'y a pas de... Ça vient chacun du point de vue de chacun aussi. Ouais, une différence de point de vue, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, peut-être que oui, Valérie le voit d'une façon que d'autres le verraient pas, mais est-ce que. Comment expliquer? Alors, c'est une idée que je pose ça là, mais je sais pas, hein, si c'est vrai, mais est-ce que du coup, voilà, tous ces trucs de trucs échangistes, ou je sais pas, même pour dire, je sais pas, le BDSM ou un truc comme ça. Ce serait pas un truc justement qui sortirait, je sais pas, de la pornographie, ou un truc de mode, ou je sais pas. Je sais pas si ça vient de là, parce que à mon avis, c'était déjà là avant, tout ce qui est fantasme, tout ça, ça vient d'avant, mais je pense que la pornographie, ouais, ça banalise aussi le truc, entre guillemets. Mais après, on revient à Du coup, après ça à la reste des discussion, quoi. fantasmes. Peut-être qu'on met des noms sur certaines pratiques, mais qu'en fait, c'est juste, oui, chacun vit sa sexualité différemment. Tant qu'il y a de la communication entre les deux personnes, c'est bénéf, quoi. Ouais, c'est le principal. J'avais noté d'autres choses aussi, par exemple, par rapport au monde, enfin à la femme, et qui est beaucoup sexualisée maintenant. Je voulais prendre un exemple, parce qu'il n'y a pas que le porno, pour moi, il y a aussi tout ce qui est pornographie soft. On va voir... ça, c'est pareil, ça participe aussi par rapport à tout ce qu'il y a maintenant, TikTok ou les réseaux, tout ça, genre ça sexualise de plus en plus, et même les enfants jeunes, sexualisés jeunes à partir de 13-14 ans. Ouais, sur TikTok, ouais. C'est effrayant. Ouais. Ouais, bah, si vous voulez, on passe directement au second, enfin, on va dire second gros sujet avec l'influence de la pornographie. Alors, j'avais fait un petit sondage. Bon, alors je l'avais un peu mal fait, je peux comprendre parce que la question était pas claire, mais on va dire que je vais arrondir le truc. J'avais fait un sondage pour savoir si les gens pensaient que le porno avait un impact sur la vision de la sexualité. Alors du coup, les personnes m'ont demandé si c'était par rapport à eux ou c'était par rapport en général. Du coup, ça a fait un peu un mélange des deux. Donc limite, faudrait que je le refasse, mais c'est pas grave. Mais j'avais quand même eu 85% des gens qui affirmaient que le porno avait eu un impact sur la vision du sexe. Donc je trouve ça assez énorme, quoi. Et
Et même, alors c'est marrant que ça m'est arrivé hier, mais genre en fait, donc du coup hier, je travaillais dans la mairie où je suis en stage en ce moment, et le midi, du coup, je rejoins des collègues et qui me posent la question justement. Alors bon, c'était assez gênant sur le moment, mais ça m'a fait marrer. Mais qui me posait la question parce que du coup, là, j'étais jeune et il me disait, mais Mathéo, du coup, toi, est-ce que toi, tu connais un peu tout ce qui est, enfin, les sites porno et tout? J'ai dit bah oui, je connais. Et puis c'est de plus en plus, on va dire, viral avec tout ce qui est internet tout et les réseaux. Chez les jeunes, c'est de plus en plus, quoi. Mais ouais, ça m'avait fait marrer qu'ils me posent la question. Du coup, je leur ai posé la question en retour et en rigolant, ils m'ont dit que eux, c'était pas, enfin il y avait toujours une petite influence dessus, mais c'était plus compliqué parce que eux, ils étaient plus on va dire à la cassette, tu vois. Ouais. En fait, ton sondage, il est quand même intéressant parce que, ouais, comme tu dis, la question aurait pu être modulée en fait. 85%, quelque chose comme ça, on n'en est pas loin. Ça montre quand même que la pornographie est omniprésente, quoi. Et c'est Lucien, je crois, tout à l'heure, qui parlait justement de la pornographie soft, autrement dit, en effet, de la sexualisation du corps des femmes, mais pas que des femmes, hein, des hommes aussi, hein, du corps humain simplement. Ça veut dire que c'est omniprésent, quoi. Et ce 85%, c'est vrai qu'il peut être modulé. Hein. Ben oui, moi ça m'a impacté parce qu'en effet ça m'a tout appris. Ou oui, ça a impacté et mon Dieu c'est dommage parce que pour moi ça me parle pas, quoi. Ça peut mettre un complexe aussi. De se dire il y a des choses en fait c'est pas représentatif. Enfin, je sais pas comment dire, mais par rapport à nous, enfin. Même que ce soit physiquement, tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est, on va dire que, enfin, déjà, faut le rappeler, la pornographie, c'est du cinéma, donc forcément, faut pas s'inquiéter si on voit une personne qui a une bite de 35 cm, voilà, ou puis même par rapport aussi aux femmes aux filles, aux femmes qui justement, alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais c'était par rapport à la représentation du vagin des femmes où du coup justement les femmes disaient que elles complexaient aussi beaucoup parce que elles se disaient mais enfin le mien il est pas comme les autres comme les autres, mais alors qu'en fait c'est juste que ils sont tous différents, enfin tous les sexes sont différents, mais le fait de vouloir donner une image là-dessus avec la pornographie, et en plus du coup c'est du cinéma, mais on a l'impression que tout est exagéré en fait, forcément ça a dû créer des complexes chez certains, donc c'est normal. Tout à fait. Tout à fait. En fait, il faut savoir que le monde de la pornographie, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de chirurgie esthétique. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, on parle beaucoup du sexe des hommes parce qu'on sait très bien quoi, que vous, c'est extérieur et du coup, c'est vrai que c'est plus facile de voir que vous êtes tous différents. Alors les femmes, c'est pas le vagin c'est intérieur, on parle plutôt de la vulve. Mais la vulve, en fait, il y en a autant de différentes que de femmes, quoi, en fait. Et c'est vrai que cette uniformité que le cinéma, mais bien avant le film porno, hein, simplement le cinéma, quoi. Je trouve qu'en effet la sexualité, elle est omniprésente, va nous montrer un sexe de femme uniformisé, alors que c'est pas vrai du tout, quoi. Il y en a autant de différents que de femmes. Je sais qu'il y a des artistes, des écrivains aussi qui ont publié à ce propos. Et c'est même émouvant, quoi, de voir la réaction des femmes qui découvrent qu'elles sont pas anormales, quoi. Oui, elles sont pas anormales. Dans la série, enfin je sais pas si vous avez regardé, mais Sex Education. Oui, il y a je l'ai vu, j'allais le dire. Un fameux épisode où Aimé. Voilà, où il parle justement des différentes vulves, tout ça, et c'est normal qu'elles soient différentes. Ouais, où tu vois que la fille, justement, elle apprend que elles sont toutes différentes, et je crois qu'elle en fait même des petits cupcakes et tout. Des cupcakes, ouais. Qu'elle donne au lycée et tout. Ouais, elle disait que chaque vulve est différente et unique, tout ça, quoi. C'est trop mignon, je trouve. Je connaissais pas. Je pense que c'est une bonne recommandation, parce qu'en tout cas moi la Sex Education c'est une série que je m'enfile, mais l'utilisation de ce mot, et voilà, mais on va dire que voilà, je l'aime beaucoup cette série, et puis du coup c'est marrant parce que c'est drôle, puis en même temps ça t'apprend des vrais trucs, donc vraiment si vous l'avez pas vu, foncez, quoi, vraiment foncez.
Ça, c'est le truc à recommander, quoi, à voir. Si je peux rebondir sur tout ce que vous venez de dire, je suis totalement d'accord. Déjà, moi, je trouve que la pornographie, ça a un côté néfaste, surtout sur les enfants. Parce que les enfants, ils connaissent pas encore le monde de la sexualité. Et je vois de plus en plus de jeunes qui découvrent ça alors qu'ils ont 10 ans. Moi, je trouve ça personnellement choquant. C'est terrible que ce soit facile d'accès en plus, donc ça aide vraiment pas les choses. Et ensuite, ça leur apprend des choses, par exemple que la femme doit être soumise, obéissante, qu'elle doit faire juste les choses pour le plaisir de l'homme. Et les hommes aussi, ça vous apprend à être fort, viril, brutal, alors que vous n'avez pas à être ça. C'est pas ça la sexualité. Ça n'a pas à être ça. Ça peut être doux. Les hommes peuvent être doux, les femmes peuvent être brutales. C'est terrible que ça donne juste cette vision-là. Et ça donne aussi une vision des corps où les hommes doivent être musclés, ils doivent avoir un très long pénis. Et les femmes doivent avoir des gros seins, des grosses formes et tout ça. Et c'est absolument terrible parce qu'on se dit, je ne suis pas normale. Alors que c'est eux qui sont pas normaux. Voilà. Après, la pornographie, ça n'a pas que des mauvais côtés. Pour les enfants, moi, je trouve que c'est terrible, ça a un effet très néfaste. Mais pour un adulte qui sait ce que c'est la sexualité, qui connaît qu'il y a des corps différents, qu'on n'a pas à agir comme ça, c'est bien parce que ça peut vous faire découvrir de nouveaux fantasmes. Par exemple, pour parler du BDSM plutôt. Le BDSM, pendant des années, ça a été quelque chose de tu et de tabou. Aujourd'hui, on en parle un peu plus. Et il y a des gens qui ont découvert ça et qui ont découvert qu'ils aimaient ça. Donc la pornographie, ça peut être bien pour découvrir de nouvelles choses qu'on a envie de tester. Mais encore une fois, il faut savoir que les pornos, c'est pas la réalité. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Après, du coup, la question, est-ce qu'il faudrait peut-être sensibiliser les jeunes encore à un âge plus tôt qui découvrent, parce qu'on va dire qu'ils découvrent un peu la sexualité vers le collège, mais peut-être en parler déjà plus à partir du CE2, CE1, parce que on va dire que souvent, en primaire, quoi, parce qu'on va dire souvent les jeunes vers le CM1, CM2, ils commencent déjà à se poser des questions sur notre corps, et on va dire que c'est plutôt les profs, après ça dépend, mais c'est plutôt les enseignants qui vont parler de ça que plutôt avec les parents. Il faudrait peut-être les sensibiliser encore beaucoup plus tôt pour qu'ils comprennent. Je pense qu'il y a des parents qui en parlent, mais il y en a qui en parlent pas du tout, quoi, parce qu'il y en a c'est tabou. Mais c'est là le problème. C'est ça le problème. 50-50. C'est qu'il y a que les profs qui en parlent, et les profs, ils vont te parler que de protection pour éviter d'avoir des enfants. Alors que un parent, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, qui va te dire, lui, ce qu'il a vécu, comme Valérie est en train de faire avec nous. C'est une mère, mais elle nous en parle, elle nous parle de sexualité et sentiments. Et je pense vraiment que pour que les enfants commencent à comprendre que la sexualité, c'est pas que mécanique, il faudrait que les parents arrivent à en parler plus ouvertement en disant, c'est ça et c'est quelque chose d'agréable, ou voilà, il y a plein de choses. Et je pense vraiment qu'il faudrait libérer la parole sur ce sujet, que ce soit avec les profs, avec les parents, avec les amis aussi. Il y a encore beaucoup de honte qui est entourée là-dessus, et des fois, il y a vraiment des gens qui ne connaissent rien de la sexualité, et t'es obligé de leur dire, non, c'est pas que mécanique. T'as raison, Stella. Je crois que les parents qui parlent ouvertement de sexualité, ils sont rares, mais parce qu'on n'a pas parlé ouvertement de sexualité aussi avec eux. Et c'est toi, Gabi, je crois, qui parlait de parler de sexualité peut-être un peu plus tôt et dans l'école. Oui, c'est ça. Ouais, je sais pas, je te dirais, je sais pas. C'est pas un oui, c'est pas un non, parce que en effet, je te dirais que dans les familles où c'est un sujet qu'on n'aborde pas, pour le coup, l'école reste un espace où tout d'un coup, on peut peut-être poser des questions, on peut peut-être en effet en parler, et tant mieux, c'est un cadeau immense, c'est mieux que rien, je te dirais. Mais après, et vous en témoignez tous, au début. À l'école, il y a un aspect quand même qui est gênant, quoi. On va parler de quelque chose de très intime, avec des gens qu'on va croiser après au quotidien, avec des gens avec qui on n'est pas forcément à l'aise, et que du coup, on n'ose pas poser toutes les questions qu'on veut. Je ne sais pas s'il y a un âge pour parler de sexualité, parce que tout comme les pratiques de chacun, c'est vraiment un chemin qui est personnel, et que je dirais que c'est pas quelque chose qui se fait à table en disant bon allez tu as tel âge, alors maintenant on va parler de sexualité. En tout cas moi c'est pas du tout comme ça que j'ai pratiqué avec mes enfants, et j'en ai 3. Je sais que c'est le moment quand je sens qu'il y a de la demande en face de moi.
Et il n'y a pas très longtemps, justement, avec mon plus jeune qui a 11 ans, je ne sais plus pourquoi on en parlait, et je lui dis, mais bon, tu m'as pas, voilà, je réponds, et je dis, mais tu m'as pas posé de questions par rapport à ça veut dire que tu n'en es peut-être pas là et ça t'intéresse pas. Il m'a dit, non, j'en suis pas là. Ok, il y a aussi cette temporalité qu'il faut respecter, qui est vraiment propre, qui est propre à chacun. Et oui, tout à l'heure, vous parliez de l'aspect mécanique qui était. Je ressors un petit peu excusez-moi, du sujet pornographie, mais ça me semblait important. Vous parliez de l'aspect mécanique, préservatif, enfin protection qui était abordé en classe, et puis l'aspect sentiment, entre guillemets, peut-être plus par le planning familial, mais en séparant les garçons et les filles. Et ça, je me dis quel dommage, mais quel dommage, parce que mes deux plus grands, Mathéo puis Malena, ils ont que 3 ans d'écart. Et je sais que forcément, c'est un sujet qui les a questionnés à peu près au même moment. Et que quand on restait, mais longtemps, parfois à table ensemble, c'est parce que les questions de l'un profitaient à l'autre et les questions de l'autre profitaient à l'un. Ce qui veut dire que finalement, les inquiétudes, je dirais, d'un homme pouvaient surprendre ma fille. Et inversement, je dirais, les inquiétudes d'une femme pouvaient surprendre peut-être Mathéo et avoir conscience finalement de ça. Ça fait aussi partie, je dirais, de cette communication qu'est la sexualité. Avoir conscience de ça, c'est un cadeau précieux parce que ça nous met non plus dans cette lutte, dans cette peur. On touche à quelque chose qui est beau, qui s'appelle la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est pas être faible, au contraire, c'est s'affirmer dans cette force. Stella, tu as dit quelque chose de magnifique là, il y a pas très longtemps, où tu disais, mais la sexualité, c'est pas ça, les hommes, vous pouvez être doux aussi. En fait, les femmes, pour moi, ce sont des initiatrices. Les femmes sont des initiatrices dans le sens où, oui, l'homme, il a une énergie masculine qui est dominante, mais il porte aussi une énergie féminine en lui. Et nous, les femmes, dans notre énergie féminine, qui est censée déborder, c'est malheureusement pas le cas, je dirais, dans une société patriarcale, dans la société patriarcale dans laquelle on est, où c'est vraiment l'énergie masculine qui domine. Mais nous, les femmes, on devrait assumer encore plus fort notre féminité qui est dans la douceur, qui est dans l'empathie, qui est dans l'émotion, pour pouvoir aider les hommes justement à se reconnecter à leur part féminin. Et en assumant pleinement notre part féminine, les hommes vont nous permettre de contacter cette part masculine qui existe en nous, mais qui n'est pas dominante et qui est celle qui va nous mettre dans l'action justement. Et c'est ça qui est beau. En fait, c'est ça qui joue dans la sexualité véritablement. C'est un espace intime, mais tellement intime, qui permet de faire se rencontrer le masculin et le féminin. Je ne parle pas d'un homme et d'une femme, je parle vraiment d'une rencontre du masculin et du féminin, pour que finalement, il y ait un espèce de circuit, mais comme un circuit électrique, qui se fasse, et qu'on se nourrisse l'un et l'autre. Pour moi, la sexualité, c'est ça. Est-ce qu'on vous en parle de cette façon-là? Je ne suis pas certaine. Non. Pour rebondir sur ce qu'a dit, je crois que c'est Valérie, votre nom. Oui, c'est ça. On peut déjà voir que vous, je parle de votre génération, donc la génération avant nous, vivez sa sexualité vraiment d'une façon plus spirituelle, énergétique, je sais pas comment dire. Que maintenant, il y a plus trop, en fait. En fait, c'est pas qu'il y a plus trop, ça n'a jamais été comme ça pour moi. C'est quelque chose de très nouveau, ce dont je te parle. Et quand je disais que la sexualité est un chemin de croissance personnelle, j'y crois profondément parce que oui, bon, j'ai vécu des choses, mais comme vous, quoi. J'ai eu une jeunesse qui était complètement déconnectée de ce dont je vous parle aujourd'hui, complètement déconnectée. Moi, pour ma part, je sais que avant de vivre là en studio tout seul, j'étais avec mes parents du coup qui étaient assez âgés et je n'ai jamais parlé une seule fois de sexualité moi-même avec eux, et je me sentais toujours aussi bien, même si vous voyez c'était un développement personnel. Du coup, on va dire que j'apprenais par moi-même. Des fois, j'allais à la bibliothèque, regarder des livres et tout. Et après, je sais que j'ai regardé, commencé à regarder un peu de la pornographie, tout ça, mais je sais pas, j'avais un espèce de blocage. Atta m'en parlait de tout, mais on n'a jamais parlé de sexualité. Une fois, ma mère m'a quand même dit, si tu as des questions là-dessus, tu viens me voir, tu me poses, on pourra en discuter, mais j'ai toujours eu ce truc qui fait que je n'ai jamais pu avec elle, lui en parler
Et même avec mon père, genre, aucun des deux, je n'ai plus abordé le sujet sur la sexualité. Il faut que je rebondisse Du sur coup, tout ce que vous venez de dire. Je trouve ça Tout le monde rebondit sur je tout le trouve ça monde, en fait, intéressant c'est ça qui est que la marrant. mère, je trouve ça intéressant que la mère de Mathéo et vous avez pu vous en parler parce que j'imagine que ça devait être des débats tellement intéressants que moi, je n'ai pas pu y avoir accès et voir eux comment ça se passait à leur époque, comment ils voyaient les choses en fait. Du coup, je suis resté toujours moi-même avec du coup les connaissances de l'école et moi de ce que j'apprenais du coup en me découvrant de mon côté quoi. C'était assez quand même centré sur moi-même quoi. Mais tu sais que moi, c'est pareil, Gabriel, je Voilà. suis comme toi. J'en parle, j'en ai jamais parlé à mes parents. Et ma mère, elle n'était pas du tout la première à me dire bah vas-y, si t'as des questions, machin. Rien du tout. C'est plus moi, oui, pareil. Moi toute seule, quoi. Avec des gens, entre guillemets, tu vois. Oui. Si je peux rebondir sur. Oui, tout ce il y que vous venez de a dire. Stella qui rebondit fort, là, nous fait le kangourou, là. Un rebondis. Mais c'est un débat tellement intéressant, c'est super compliqué pour moi de ne pas vouloir participer. Sur tout ce que vous venez de dire, alors Valérie, que tu aies fait ça avec tes enfants, permets-moi de te féliciter parce que pas tous les parents ont fait ça. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative que tu as prise. Par rapport au fait qu'il y a des parents qui veulent pas en parler, mais pourquoi ils veulent pas en parler? Parce que c'est toujours entouré de honte. Voilà, que la sexualité, non, c'est pas quelque chose de bien, c'est honteux. Et moi, ça me désole que ce soit le cas. De jugement. Ou du jugement, exactement, ça me désole parce que imaginez qu'on arrive à parler entre filles et garçons de sexualité, mais on apprendrait tellement les uns des autres. Tellement. On apprendrait le plaisir chez les hommes et chez les femmes, comment on se donne du plaisir, c'est quoi qu'on aime bien ou comment on fonctionne, juste comment on fonctionne aussi. Et moi, je pense que vraiment, si on se développait un peu plus sur la communication avec hommes ou femmes, pas séparés ensemble, on pourrait apprendre tellement de choses et je pense qu'on serait beaucoup plus ouvert sur la parole de la sexualité et ce serait peut-être mieux aujourd'hui en fait. Moi, je pense qu'avec mes parents, je pense pas que ce soit une question de tabou, ils voyaient ça mal comme du tabou. Je trouve que c'était vraiment une barrière de génération. Par exemple, pour ma part, je sais que quand ils étaient entre adultes, ils pouvaient parler de ça, souvent dans des repas de Noël, en guise de blagues, tout ça, ils déconnaient là-dessus, mais même moi, je pensais des choses, je pouvais alimenter pour rigoler encore plus. Je me disais, non, ça, je peux pas leur dire ça comme ça. Ouais. J'avais peut-être je me disais, si je veux dire ça à mes copains, je me disais, mais avec eux, je peux pas leur sortir des choses comme ça, quoi. Et ils restaient dans leur truc, du coup, je rigolais, mais je pouvais pas agrémenter, moi, par rapport à mes connaissances, parce que je leur en avais jamais parlé, je connaissais ces choses-là. Et je sais pas, j'avais, on va dire, un peu une anxiété, une frustration là-dessus. Peut-être pas une peur, mais j'étais un peu assez frustré, en fait. Oui, puis tu fais genre, non, faut pas que je dise, je suis pas censée savoir ou quoi, t'as peur. En tout cas, Oui, aussi, il y a des choses oui, que voilà. genre, moi, j'ai pas compris, quoi, alors que moi, je comprends. Oui, et puis après tu fais genre, ils te regardent en mode oh c'est mignon, il comprend rien, mais Ouais. si tu savais, si tu savais. Ouais. Tu sais pas ce que je fais la nuit. Mais ouais. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on sent bien qu'il y a de la volonté de la part des parents. Quand je vous entends, ils sont là, ils le posent. Hein. Bah, vas-y si tu as des questions. Je vous entends, vous dites tous la même chose. Et en fait, ça vient pas comme ça, quoi. C'est pas un jour où on se réveille, où on se dit, et c'est pas une critique, hein, je crois qu'en tant que parents, on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, j'avais pas cette conscience-là à l'époque, mais il se trouve que si on a parlé aussi ouvertement de sexualité avec mes enfants, c'est parce que la qualité de relation qu'on avait, elle s'est mise en place, mais depuis qu'ils étaient petits, quoi. Depuis qu'ils étaient petits. Et que en dehors de la sexualité, on savait qu'on pouvait se dire tout ce qu'on avait envie de partager. Et comme c'était vrai pour d'autres sujets, finalement, c'était même pas une question pour la sexualité. C'était vrai aussi. Mais c'est vraiment quelque chose c'est pas quelque chose qui se décide comme ça du jour au lendemain. Et du coup, c'est ça, je trouve, qui est beau là maintenant, parce que
si ça n'a pas eu lieu, je dirais, cette ouverture de dialogue avec vos parents, il y a de belles prises de conscience là, qui se font là maintenant. Et je me dis, mais ça commence avec vous quelque part. Ça commence avec vous. Bah ouais. Mais en tout cas, je sais que si j'aurais des gosses, on va dire que ce sera plus simple. Mais après, ouais, ça dépend de l'éducation que j'ai eue. Et puis, ça peut dépendre de plein de critères, en fait. Tellement. Moi, je sais que... comment expliquer même si tu disais, Valérie, voilà, qu'il n'y avait pas de dialogue, c'est pas qu'ils étaient contre ou quoi que ce soit. Alors, je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'aussi, il y a quand même une grosse partie des parents, parce qu'il y a du côté des adultes, quand même, une majorité, je pense, qui ne sont pas aussi, j'ai envie de dire, ouverts que toi, tu vois. Parce que je pense que, moi, de ce que je ressens, et des fois, que de ce que je reçois, de ce que je vois chez d'autres parents de mes amis, c'est complètement différent, tu vois. Il n'y a pas la même ouverture d'esprit, tu vois. Je sais même pas si, par exemple, je sais pas, je vous pose la question, mais est-ce que si, par exemple, si vous aurez demandé à vos parents de venir ici, est-ce qu'ils seraient venus, ou je sais pas comment ils auraient réagi, tu vois? Oui. Ouais, ça dépend. Effectivement, oui. Ouais. Ouais, ta mère, Stella, je n'aurais pas eu le doute. Y a aucun doute. Ouais, ma mère a été un peu comme Valérie, c'est-à-dire que moi, si je lui posais des questions sur la sexualité, elle me répondait. Voilà, elle n'hésitait pas à me donner les réponses que je demandais, et je trouve ça tellement bien parce qu'aujourd'hui, ça a formé mon caractère à me dire, j'ai le droit de poser des questions, j'ai le droit d'avoir envie de savoir. Et j'ai envie que tout le monde comprenne ça. Vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit d'être curieux. Il n'y a pas de honte à demander comment, et je ne sais pas, n'importe quelle question, vous avez le droit d'être curieux et d'exiger des réponses. Que l'adulte en face est capable d'apporter des réponses, ça c'est... Parfois il y a une réponse et elle peut être maladroite. Hein, je suis pas étonnée que Céline, ta maman, ait fonctionné de la même façon que j'ai pu fonctionner avec Malena, Mathéo puis Milan maintenant, mais est-ce que l'adulte en face est aussi à l'aise, je dirais, avec sa sexualité pour l'aborder avec ses enfants? C'est pour ça que je dis, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est à l'instant T. Hein. Ouais, ça se trouve, il y a peut-être aussi chez les jeunes, il y a peut-être, comment dire, là, moi je le vois, puis même ce qu'on fait en ce moment, c'est on va plus vers l'avant. Toi, nous, on commence à de plus en plus poser des questions. J'ai envie de dire, on commence à faire bouger les choses, tu vois. Et peut-être que du coup, ouais, certains parents, eux, ils se disent. Waouh, attends, là ça me dépasse, tu vois. Peut-être qu'ils ressentent pas la même chose, tu vois. Ça se trouve, ça leur fait peur à eux, en fait, tu vois. Ouais, et puis c'est aussi une étape, quoi, de se dire que ces enfants rentrent dans cette phase de sexualisation. C'est encore une étape, quoi. Ah oui, ça y est, il y en est là, elle en est là. Ouais, ok, d'accord. Ça va? Tu l'as bien vécu, Valérie? Écoute, oui, mais parce que au-delà de cette phase que je trouve tout à fait normale, je dirais que moi j'ai eu des enfants, non pas parce que vous êtes mes petites choses, ma propriété, vous êtes précieux pour moi, hein, infiniment. Mais en même temps, je me dis, je suis qu'un canal, quoi. C'est par mon corps, vous êtes arrivé sur cette terre, mais vous n'êtes pas ma propriété. Je n'ai aucun droit de regard sur ce que vous allez faire de votre vie. Je suis juste là, présente pour vous aider à déployer vos ailes. Mais vous êtes des individus uniques, à part et complètement détachés de moi. Donc, la sexualité, ça fait partie de votre évolution et c'est ok, quoi. Alors moi, pour mon cas, pour revenir à ce que vous disiez par rapport à l'éducation des parents qui est importante pour la sexualité du jeune et le développement aussi, je vais prendre mon cas personnel. Donc, comme moi, je vis seul avec ma mère depuis le plus long souvenir que j'ai, on a toujours eu une relation fusionnelle, donc il n'y a jamais eu de tabou là-dessus, mais ça a fait que j'ai appris la sexualité à travers une femme et j'ai jamais eu le point de vue d'un homme là-dessus. Wow. Ça peut changer aussi des choses.
peut-être que tu vois les choses différemment. Ouais. Bah, je sais pas après. Ouais, Je sais pas où cette réflexion peut mener, mais c'est juste une constatation. c'est clair. J'ai rien compris à ce qu'il a dit, Gabi, il a trop bugué, je sais pas. Ouais, J'ai pareil. dit c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, Lucien. Bah ouais. En fait, Lucien, si je peux me permettre, c'est vrai qu'idéalement, comme la sexualité, c'est un sujet qui touche à l'intime, on se dit que c'est au cœur de nos foyers, au cœur de nos maisons qu'on devrait pouvoir en parler. Mais parfois, c'est pas possible parce que nos parents sont peut-être pas ouverts à ce genre de dialogue, ou peut-être simplement absents, pas présents. Et on a toujours, en tout cas, je dirais, dans notre évolution, on a toujours une figure masculine et une figure féminine de référence. Et même si ton père n'était pas présent à côté, il y a peut-être une figure masculine qui t'inspirait, je dirais, dans ton entourage proche. Et c'est pas forcément familial, hein, ça peut être un ami, ça peut être un prof, ça peut être quelqu'un simplement qui, dans son comportement, c'est ça, dans ce qu'il dégage, pouvait t'inspirer. Et même si c'est inconscient, ça permet aussi de se construire. Évidemment, ça ne permet pas forcément d'avoir ce dialogue-là, mais il y a des espaces comme celui que Mathéo est en train de créer qui permet d'échanger. Je trouve ça chouette. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Eh ben dis donc. Bah du coup voilà, tout ça nous fait... un tout petit truc. Vas-y, je t'en prie. Ah mais rajoute autant que tu veux. Depuis le début, Valérie nous parle sexualité et sentiments, donc je vais juste rebondir une dernière fois comme un kangourou là-dessus. Et par exemple, moi je sais que je n'aurais jamais pu faire ma première fois avec quelqu'un que je n'aimais pas. Pour moi, c'était pas envisageable. Mais après, il y en a, ils l'ont fait leur première fois ou juste ils ont des rapports sexuels avec quelqu'un avec qui avec qui ils s'entendent bien. C'est pas forcément de l'amour, mais avec qui ils s'entendent bien. Donc, sexualité et sentiments, oui, mais pas forcément tout le temps. Ça dépend des gens. Voilà. Pas forcément la même intensité aussi. Ouais. Faites-le avec quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise, au moins. Rien que ça. Rien que ça. S'il n'y a pas de l'amour, au moins soyez à l'aise. Après, je sais pas comment expliquer ça, mais les personnes qui font, par exemple, la première fois, mais il y a tout un stress qui se met tout autour de ça, une pression immense aussi vis-à-vis de, par exemple, de tes camarades qui l'ont déjà fait, qui se vantent, des trucs comme ça, tu vois, des trucs tout cons. Et du coup, il y en a qui se pressent. Alors, c'est peut-être faux, hein, mais après, quand je vois, quand j'entends dire, par exemple, que des personnes, je sais pas, ils l'ont fait avec ils ont fait leur première fois avec un ami ou une personne comme ça, des trucs comme ça. Alors, ils ont tout à fait le droit. Hein, je n'impose rien du tout, mais moi, je vois plus ça comme le fait de vouloir faire la première fois pour la faire, tu vois. Et après, il n'y a pas de mal à faire tout ça, hein, tout le monde fait ce qu'il veut, voilà. Mais du coup, je vois plus de cette façon-là, et alors qu'en fait, je sais pas, tu peux faire ta première fois à 30 ans, il n'y a pas de souci, mais du coup, c'est vrai que la question du sentiment amoureux ou pas, est-ce que ça compte ? Je pense vraiment que ça va pas vraiment être la même chose, tu vois. Tu dois pas ressentir la même chose, la chose différemment. Tu dois ressentir la chose différemment que tu dois faire ça avec un ami ou une personne que t'aimes, tu vois. Parce que c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi, on rentre dans un côté très, très, très intime, tu vois, que tu rentres dans l'intimité de la personne que t'aimes. Et alors que, moi, si j'imaginais avec quelqu'un de faire ça avec un ami, je verrais plus ça comme de la mécanique que du vrai amour, de la vraie passion, tu vois. Exactement ça. En fait, je crois que la boucle est bouclée par rapport au début du sujet. Ouais. C'est comme il y a cette espèce d'urgence, entre guillemets, puisque ce monde est hyper sexualisé, on a fait... j'ai le sentiment que
certains vont faire leur première fois comme un espèce de rite de passage. Hein. Et bon, pourquoi pas. Moi, je trouve que quand la mécanique et les sentiments sont mêlés, c'est tellement plus beau. Et ça veut pas dire que de temps en temps, ça peut pas être juste mécanique. Mais je dirais même avec la personne qu'on aime. Hein, puis c'est pas forcément toujours hautement spirituel. Hein, c'est drôle parce que ça me fait revenir encore à ce que je disais tout à l'heure. Les femmes sont cycliques comme la lune. C'est tellement ça. Je sais même pas si la plupart des hommes ont conscience de ça. La lune, il y a quatre phases hein, dans un cycle lunaire. Hein. Il y a la nouvelle lune avec la lune montante, la pleine lune, la lune descendante, et puis on repart sur la nouvelle lune. Mais une femme, c'est ça aussi. Et du coup, la sexualité évolue aussi en fonction des phases. Et je ne sais pas si les hommes ont conscience de ça. En fait, quand vous avez une femme, vous n'en avez pas une, vous en avez 4. Et je pense que si vous aviez d'ailleurs conscience de ça, toutes les conneries qu'on peut entendre du genre « Ah bah ça y est, qu'est-ce que t'as tes règles ?» ça n'existerait même plus parce qu'on aurait conscience dans quelle phase se trouve notre compagne. Et alors très brièvement, hein, justement, cette phase qui est associée à la lune ascendante, on appelle ça le printemps. Bon, c'est le moment, oui, où on a envie de faire l'amour, mais ça reste gentil, c'est sympa, mais c'est là, l'envie est là. Il y a le moment de la pleine lune qui correspond au moment de l'ovulation. C'est un moment où là, on a très très envie. Alors là, pour le coup, ça peut être mécanique et c'est quand vous voulez, messieurs. Là, vas-y, c'est la période où j'ai très envie, quoi. Puis il y a cette phase redescendante qu'on appelle la fameuse phase prémenstruelle, celle où parfois on entend des choses très délicates comme « Mais qu'est-ce que t'as tes règles ? Pourquoi t'es aussi chiante que ça ?» où on est beaucoup plus émotive. Et pour le coup, c'est une sexualité qui va être beaucoup plus tendre, quoi, où on a besoin de câlins. Et du coup, je dirais que si chacune de ces phases est respectée, cette phase de nouvelle lune, qui est la phase, c'est l'hiver, c'est le moment où les règles arrivent, où là, soit on est fatigué, on a envie de rentrer dans notre bulle. C'est si peu de temps, quoi, finalement, dans un cycle. Et je crois que quand le rythme de la femme est respecté, mais vous pouvez pas imaginer à quel point, finalement, on peut avoir une sexualité qui est intense, quoi, qui est régulière. Je veux dire, c'est pas une fois tous les 36 du mois, simplement parce qu'on se sent respecté dans notre cycle, quoi. C'est tout. Je sais pas si les hommes ont conscience de ça, parce que je suis pas sûre que les femmes en ont conscience aussi. C'est aussi pour ça. Je dois en faire un calendrier. Hein. Mais c'est drôle d'en parler ensemble. Bah ouais. Mais, si je peux me permettre. Ouais, vas-y. Pour moi, c'est pas du tout comme ça. Vraiment. Moi, mais mon cycle de règles ne va pas du tout déterminer si j'ai envie de sexualité ou pas. Vraiment, pour moi, ça dépend des femmes. Mais je sais qu'il y a des femmes qui sont dans mon cas, qui vont avoir leurs règles et qui vont avoir tellement d'hormones qu'elles vont avoir envie de le faire tout le temps. Et après, il y en a qui ne sont pas du tout affectés par leurs règles et qui des fois auront envie, des fois n'auront pas envie. Donc cette histoire de cycle, c'est pas universel. Ça dépend des gens. Oui, c'est une tendance. Hein. Il ne faut jamais rentrer non plus dans des cases en se disant voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Tu as tout à fait raison, c'est là de moduler aussi mes propos. Hein. Mais on va dire que c'est comme les cycles du sommeil. Voilà, il y a une tendance, il y a une courbe. Après, on est évidemment des individus uniques. Et puis, il y a tellement aussi d'événements, je dirais, qui sont extérieurs, je dirais, à cette sexualité. Je parle notamment des moyens de contraception. Aujourd'hui, la contraception est chimique, ça impacte aussi, de toute façon, les cycles. Moi, ça fait tellement longtemps que je suis revenue à quelque chose de très, très naturel que je suis très connectée au cycle lunaire et donc forcément en phase avec ce cycle-là. Mais je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes. Wow. Waouh. On a enviablé. C'est. J'aurais appris des choses aujourd'hui, vraiment. Ouais, c'est intéressant parce qu'on justement on donne notre avis, on donne la vision des choses et puis on peut prendre ou ne pas prendre, mais ouais, c'est vraiment super intéressant de voir comment chaque personne vit la chose en fait. Ouais. Et en fait,
c'est beau ce que tu fais, Mathéo, avec ces podcasts, avec ces émissions, parce que l'idée, c'est ça, comme tu dis, c'est quelque chose de simple. On se pose, on est là, on discute, et finalement, la sexualité, elle commence par ça, quoi, par des moments d'échange où on est là avec nos points de vue, nos différences, et juste qu'on s'accepte, quoi, les uns les autres dans ces différences-là. Puis parfois, on entend des choses qu'on n'avait jamais entendues, puis ça nous fait aussi évoluer. Il y a des prises de conscience, et finalement, c'est ça, quoi, la vie. Ouais. Bon, bah, enfin, ouais, du coup, on a fait le tour de pas mal de choses. On a tellement parlé, on n'a même pas fait le tour. C'est incroyable. Mais c'est ça, je regarde mon document, je dis putain, mais on en a encore pour je sais pas combien de temps là, mais ça fait déjà 1 heure qu'on parle, le truc, c'est impressionnant en fait. Ouais. C'est impressionnant, donc bon voilà, on va pas non plus, du coup on va pas mettre 3 heures à faire tout ça, mais qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que j'avais retenu, si dans les autres questions, il y avait quelqu'un qui parlait de la misère sexuelle. Alors, est-ce que vous faites une image de ce que c'est ou pas ? Non. Non, pas du tout. Non. En gros, la misère sexuelle, c'est expliqué comme une situation où toute personne qui ne peut, pour des raisons essentiellement sociales ou culturelles, ou les deux, satisfaire ses besoins sexuels et en souffre de plus ou moins intensément. Et en gros, mais je pense que c'est en rapport à la pression qu'on nous met par rapport à tout ça. Mais c'est en gros, pour expliquer avec des mots simples, c'est des personnes qui ont envie mais qui peuvent pas en fait, et que du coup c'est ce qu'on pourrait caractériser la misère sexuelle en fait. Ouais, moi je vois ce que c'est. J'ai déjà entendu parler sous un autre nom, sous le nom de détresse sexuelle. La quoi ? Détresse sexuelle. Ah, la détresse sexuelle, ouais. Moi, je connaissais pas du tout comme terme, hein, mais finalement, oui, misère sexuelle, détresse sexuelle, je trouve que détresse, oui, ça a l'air de bien décrire la situation. Mais de ce que je vois, j'ai déjà entendu des personnes me dire ouais, enfin, je suis dans une misère sexuelle, enfin des trucs comme ça, j'ai déjà entendu des personnes me le dire. Mais moi, du moins c'est mon ressenti, mais moi ce que je ressens, c'est surtout des personnes qui se focalisent que sur ça, qui mettent ça sur un piédestal, ils mettent la sexualité sur c'est le top du top, et ce que je trouve dommage, c'est qu'ils mettent tellement une importance sur ça, du coup ils appellent ça la misère sexuelle parce qu'ils y pensent tout le temps. Alors soit c'est des personnes qui n'ont jamais fait l'amour ou d'autres qui l'ont pas fait depuis longtemps, mais il y a d'autres choses, tu vois, tu peux t'accrocher à d'autres choses, à des passions que tu peux faire et tout, et ça peut passer complètement à côté. Alors je peux comprendre qu'il y a certaines fois tu te dis ouais bon merde, ça me fait un peu chier, mais en faire une fixette comme ça, tu vois, je trouve ça assez dommage en fait. En fait, en faire une fixette à ce point, je trouve que c'est le meilleur moyen que de rester dans cette détresse et cette misère sexuelle. Je connaissais pas du tout le terme, c'est amusant. Mais parce que justement, c'est comme si on mettait toute la saveur de notre vie à travers quelque chose qui est à l'extérieur de nous, quoi. C'est si j'ai pas de sexualité, finalement, c'est la misère. Ouais, c'est ça, c'est la misère dans ma vie. Alors que je dirais que pour avoir une sexualité épanouie, ça implique d'avoir un partenaire, hein, enfin peu importe le type de relation, un ou une partenaire, relation hétérosexuelle, homosexuelle, peu importe. Et pour arriver à avoir une relation, en tout cas pour attirer quelqu'un, il faut avoir un soupçon de magnétisme, je dirais. Et ce soupçon de magnétisme, il se développe justement à travers nos passions, quoi. Qu'est-ce qui remplit d'autre ta vie ? Autrement dit, arrête de faire une fixette là-dessus. De quoi tu remplis ta vie, quoi. C'est vrai que ça doit se ressentir. Enfin, c'est peut-être pour ça que j'ai ce sentiment, mais ça doit se ressentir extérieurement. Où ouais, tu dois voir le mec. Ouais, t'as un son. Ouais, c'est ça se voit extérieurement, quoi. Mais il y en a pour certains, c'est pas facile, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi. Hein, je suis pas docteur, mais. Après, Mathéo, si je peux rebondir là-dessus, j'avais vu un documentaire. Je sais pas si ça va être hors sujet ou pas, mais c'était sur les gens qui étaient en détresse sexuelle, mais par rapport à des handicaps, soit
Il y en avait qui étaient carrément paralysés, etc. Et du coup, c'était plus ce côté-là de leur vie qui les faisait tomber dans la misère, quoi. Ouais. Donc, après, oui, je pense que tu peux ne pas faire une fixette dessus, mais je pense qu'il y a des gens, c'est important. Par exemple, moi, dans le documentaire, là, ça divague un peu, mais c'était des gens, du coup, des femmes qui travaillaient comme, bon, c'est spécial, mais escorte, on peut dire ça, et qui proposaient des rapports sexuels à des gens handicapés, etc., machin. Bon, après, on peut dire que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas le sujet, mais juste moi, ça m'évoque plus ça, la misère sexuelle et la détresse sexuelle. Ouais, je comprends mieux, ouais. En fait, il y a, comme tu dis, Lucien, il n'y a pas à juger, quelle que soit la pratique, il n'y a pas à juger. Mais là, du coup, c'est un sujet pour lequel moi, je ne suis pas concernée, donc c'est difficile de débattre dessus, mais j'arrive mieux à imaginer ce que ça peut être la détresse ou la misère sexuelle. Du coup, voilà. On divague un peu, là, mais... Bah, non, c'est juste que ça se trouve, c'est peut-être deux choses, enfin j'ai pas envie de dire si différentes que ça, mais on va dire que il y a la misère sexuelle des personnes du coup qui sont handicapées qui ne peuvent pas, c'est plus compliqué parce qu'ils ont une contrainte, à ceux qui sont, j'ai pas envie de dire normal parce que tout le monde est normal, mais on va dire, je sais pas comment expliquer, mais une personne du coup qui n'est pas handicapée, qui se fait une fixette là-dessus alors qu'il a tout, a tout pour, tu vois. Pour moi, du coup, une personne comme ça va vraiment juste être une personne qui fait une fixette. Elle sera pas en détresse sexuelle ça va juste être quelqu'un qui fait une fixette, quoi. Ouais. Après, on met un mot dessus ou pas, quoi. C'est fou parce qu'en fait, en nous écoutant, je me rends compte qu'on se fixe bien les limites qu'on veut bien se donner. Parce que là, on parle du sujet de la sexualité, mais finalement, j'ai eu l'image de quelqu'un qui est sévèrement handicapé. Je ne sais pas si je vais arriver à dire son nom parce qu'il est imprononçable. C'est Nick Vujnik, je crois. C'est un homme qui est né sans bras et sans jambes. Et en fait, évidemment, il a vécu une enfance, une adolescence absolument terrible, parce que je vous laisse imaginer le regard des autres, ce que ça pouvait donner. Puis en effet, c'est comment je vis ma sexualité quand j'ai pas un corps qui est conforme à ce que la société attend. Et finalement, cet homme fait des conférences, il est juste inspirant et rayonnant, mais c'est vraiment un bel homme, quoi. Et aujourd'hui, il est marié. Il a un enfant et du coup, je me dis, on se fixe, voilà, handicap ou pas, on se fixe bien les limites qu'on veut bien se donner. Et il y a des gens qui sont absolument handicapés, qui sont absolument pas handicapés physiquement et même en dehors de la sexualité, qui se fixent des barrières là où il y en a pas, quoi. C'est vraiment propre à chacun, ça. Hein. Ouais, carrément. Du coup, alors pour rebondir sur d'autres sujets qu'on nous avait parlé, alors tac. Donc voilà, on nous parle alors c'est ça, on nous dit la satisfaction. Enfin, genre, il y a écrit, je vois beaucoup de posts où les gens nous disent ne pas être satisfaits. Comment lutter contre? Alors moi, j'ai envie de dire, hein, c'est la communication avec le partenaire. Mais ouais. Et pas que. Si je peux me permettre. Dis-moi. Je ne suis pas satisfait. Comment faire? La question, j'ai envie de te dire, est-ce que tu es capable de te satisfaire tout seul déjà? Je dirais qu'avant la pornographie, je crois que la meilleure éducation sexuelle qui puisse exister, c'est quand même la masturbation, c'est-à-dire la découverte de son propre corps. Je dirais que si jamais on ne sait pas comment on fonctionne soi-même, comment on peut montrer, si on n'est pas en capacité de dire à son partenaire, voilà ce que j'aime. Voilà, c'est pas possible. Je dirais, si soi-même on ne sait pas, je veux dire, c'est quand même assez... il y a quand même audacieux de se dire, moi, j'ai pas trouvé, mais toi, après tout, tu vas bien trouver, c'est ton job. Je trouve ça fou quand même. Après, si on part sur un point où, par exemple, oui, on se connaît nous-mêmes. Après, oui, ça vient juste à la discussion avec le partenaire. Mais oui, après, c'est sûr qu'il faut d'abord se connaître soi-même avant de pouvoir expliquer à l'autre, quoi. C'est clair.
Tac. Donc voilà, après on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, c'était par rapport à la banalisation de la sexualité qui est beaucoup plus présente qu'avant par rapport à la télé, les réseaux TikTok, voilà, on en a parlé tout à l'heure. La pression sur la première fois ici, on a évoqué vaguement le sujet aussi, il faut pas se mettre la pression tranquille. Aussi, on a aussi parlé un peu de la... Faites-le quand vous serez à l'aise. Voilà. Exactement. Si vous êtes à l'aise à 45 ans, et ben ce sera le bon moment. Donc voilà, en vrai, ça y est, on a fait le tour des questions, à peu près de toutes les questions. Je pense qu'on va Seulement 1h15. Seulement. On va dire pas de toutes les questions universelles, non, de toutes les questions que j'ai pu recevoir, bien sûr. Mais ouais. Tu vas avoir d'autres sujets, peut-être d'autres podcasts sur le sujet, parce que ça va peut-être générer des interventions quand tu vas le diffuser, celui-là. Ah bah carrément, et puis même là déjà je sais qu'il va être coupé soit en 2 épisodes minimum, mais parce que là c'est de base c'est censé faire 20 minutes, ça fait 1h10 qu'on est là, ça fait déjà 3 épisodes, donc bon courage pour le montage. Merci. Moi j'ai une question, monsieur. Mais dites-moi, madame, dites-moi tout. Arsène a eu le droit à une surprise la semaine dernière. Est-ce que nous aussi on y a le droit ou... J'allais y venir. Justement, j'allais annoncer la fin, mais que finalement pas vraiment. T'es là, je vais t'en vouloir là. Pique-moi au montage. Bon, on verra, on verra. Genre, j'ai préparé quelques questions à l'avance, qu'on tombe pas trop au hasard. Mais sinon, après, voilà, j'ai toujours le site sous la main. Alors, dire qu'avec Arsène, c'était un peu... Enfin, il a choisi Actualité, parce que bon, voilà, on parlait un peu voilà, de la rentrée, des trucs comme ça, c'était un peu Actualité. Mais là, je suis désolé, on parle de sexe. Ça va être des questions un peu rigolotes sur le sexe. Voilà, il n'y a pas trop le choix, là. Qui veut commencer ? Qui veut passer à la casserole ? Je sais pas. Ouais, qui veut commencer là ? Il y a tout le monde qui a parlé en même temps, j'ai pas entendu. Ah. Tu veux commencer, Valérie ? Vraiment, non, je laisse ma place. Il y avait Lucien, je crois qu'il voulait passer avant moi. Non. Ouais, si, vas-y. Oh. Ok. Lucien, est-ce que tu préfères branler ton meilleur pote, mais personne ne le sait ? Ou ne pas branler ton meilleur pote, mais sauf que tout le monde autour de toi le sait. Bah, je pense que je préfère... Attends, redis. Ok, je te le redis. Alors, tu préfères branler ton meilleur pote, sauf que personne ne le sait, tu vois, personne autour de toi le sait. Ou tu ne branles pas ton pote, mais sauf que tout le monde croit que tu l'as fait. Et personne change d'avis, tu vois, genre tout le monde croit, tu vois. Ouais, impossible de les faire changer d'avis. Impossible de les faire changer d'avis, ok. Bah, je peux faire ça quand même. Ok. Tiens, Stella, on va faire toi. Vas-y. Alors, alors, je suis content parce que celle-là, elle vient de moi. Tu préfères avoir une libido tellement forte que tu y penses H24, ou ne pas avoir de libido... Alors c'est ça, non pardon, je recommence. Tu préfères avoir une libido tellement forte que tu y penses H24, mais que tu ne pourras jamais avoir de rapport sexuel, ou ne jamais avoir de libido de toute ta vie, donc vraiment zéro, t'as vraiment, genre asexuel en fait, limite, mais par contre, tu as le droit de coucher avec qui tu veux. Oh, la première, c'est de la torture. Franchement, je préfère avoir aucune libido, mais tout avoir. Parce que si jamais ça change... La deuxième option, la première. Le principe du tu préfères, c'est que ça change pas, tu vois, parce que si ça change, on peut, tu vois, tout le monde peut. Mais ok, intéressant, ok. Je voulais la question de Stella, moi. Trop tard. Ok, maman, on va passer. Enfin, voilà, Valérie, on va passer à toi, faire la question. La question. Alors, Valérie. Oui.
ton enfant préféré, c'est qui? Non. C'est horrible. J'avais prévu une autre question, pardon, excuse-moi, c'était une petite blague. Valérie, Malena ou Mathéo? Non, mais j'aurais une réponse. Je viens de trouver une réponse fulgurante qui t'aurait coupé là. Ah mais je t'en prie, coupe-moi. Quel est mon enfant préféré? Ouais. Mon enfant intérieur. Oh, c'est de la triche. Bon, ok, non, en vrai, la vraie question que je voulais te poser, c'était alors, est-ce que tu préfères, Oui. dans la vie de tous les jours, voir les gens tous à poil sans qu'ils le sachent, ou que tout le monde te voit toi à poil, mais que tu l'ignores, mais complètement? C'est-à-dire que jamais, personne ne te le dira que tout le monde te voit à poil. Non, je préfère la première, ce serait tellement plus drôle. Puis peut-être que je le saurais pas, mais il me verrait peut-être aussi à poil. Allez, c'est le jardin d'Éden, on est tous au paradis. Ok, il reste Gabi. Alors Gabi, je t'ai laissé la pire. Alors, attention aux enfants qui peuvent écouter, ça va être un peu trash. J'ai les écouteurs. Pourquoi moi? Écoute, tu es passant dernier, c'est la punition. Alors, Gabriel, tu préfères, ouais, tu préfères te faire prendre par un bout de bois pourri, donc avec les jolis petits insectes qui vont avec, ou tu préfères toi pénétrer une fourmilière? Alors ça y est, je l'ai choqué là. L'homme des bois. Tu n'es pas obligé de répondre si c'est trop dur, Gabriel. Oui, trop de choc. Je passe mon tour. Et t'as choc. Le joker était resté au milieu de la table, il était pour toi, Gabriel. Ouais, c'est le destin. Bon, ouais, c'est vrai que je suis assez gentil, mais c'est vrai que j'avais gardé un peu celle-là. Quand je l'ai écrite, j'ai fait, ouais, franchement, c'est hard. Mais bon, on va dire que t'as eu de la chance. Je t'ai fait stresser un peu, mais tranquille. Bon, bah... voilà, je pense qu'on va finir là-dessus. D'ailleurs, tiens, j'ai envie de tester un truc, vu qu'on est plusieurs. Si vous avez un mot à dire aux personnes qui nous regardent par rapport au sujet qu'on parle aujourd'hui ou autre complètement, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Valérie, je sens que t'es inspirée, vas-y. C'est en train de monter, il y avait quelque chose autour de la joie qui montait. Je dirais quoi qu'on fasse, et même dans la sexualité, et surtout dans la sexualité, je crois qu'il faut y mettre beaucoup de joie, quoi, beaucoup de légèreté et beaucoup de joie. Et c'est vraiment ce que j'ai senti dans notre échange autour de cette table virtuelle. Je trouvais ça très joyeux et merci à toi, Mathéo, pour ça. C'est tout? Personne... c'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal. Après, voilà, si vous avez rien envie de dire... Moi, toujours, vas-y, dis-moi. Je ne peux pas m'empêcher de la fermer. Celle-là, elle est rebondissante. Non, mais le débat est trop endiablé pour moi de rester dans mon coin. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est communiquer. Que ce soit avec n'importe qui va pouvoir vous donner les réponses que vous cherchez. Et communiquer, si jamais vous avez des rapports sexuels avec votre partenaire, si il y a un problème, vous en parlez surtout. Vous n'hésitez pas à poser les questions, il n'y a pas de honte. Voilà. Bon bah c'est cool. C'est cool. Bon bah en tout cas, je voulais vraiment vous... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, il y a Fanny qui est partie entre-temps, elle avait quelque chose à faire. Ouais. Mais voilà, bah je tenais à tous vous remercier pour votre participation. Ça me fait super plaisir. Surtout pour Merci à toi de nous avoir invités, surtout. Mais c'est normal. Moi, j'invite tout le monde sur le plateau. Après, c'est aux gens de venir. Mais voilà, c'était cool vraiment de faire ça avec vous. On a pu parler de choses super intéressantes. Je suis super content. Si je voulais savoir un peu comparer, si vous voulez comparer un peu au premier épisode, on va dire, je vais prendre des critiques là en direct, en pleine face. On va voir si ça se passe bien. Comment vous avez senti un peu l'épisode là aujourd'hui ?
beaucoup plus riche, hein, c'est clair, mais enfin, pour moi, le premier épisode, c'était l'épisode 0, quoi. C'était presque un teasing, quoi, du projet. Ouais, voilà, je vous annonce que je vais faire ça et je suis pas tout seul à vous l'annoncer. Voilà, il y a une dynamique déjà, en tout cas, qui se mettait en place parce que tu étais avec Arsène, c'est ça? Et pour moi, c'était pas encore la boîte noire qui était lancée. Mais en tout cas, ça donnait le goût de l'ambiance qu'on allait trouver et je trouvais ça très très prometteur parce que même sans sujet, c'était la rentrée, quoi, c'était votre rentrée à vous aussi, ça donnait envie de revenir, hein. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment très très chouette et de toute façon, je peux souhaiter que le meilleur à la boîte noire. Je fais partie de ceux qui disent que la perfection n'existe pas, elle se construit en chemin et que je m'extasie déjà de ce que tu fais pour commencer et que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ne serait-ce que dans un mois, quoi. Donc bravo à toi d'oser, de nous inviter, de nous faire partager ton aventure parce que je trouve ça magnifique. Un grand bravo. Merci beaucoup. Bon, bah... Ouais, voilà. Ça a rien à voir, c'est beaucoup plus endiablé, mais on retrouve quand même ce côté convivial et chaleureux qu'il y avait dans le premier épisode. Ça change pas. Ouais. Bon, c'est cool, c'est vraiment le truc que j'ai envie que ce soit cool, c'est ce que les gens ils me disaient quand j'avais quelques retours. C'est ça, c'était un peu le truc, c'était la convivialité, les gens qui me disaient, il y avait quelqu'un qui me disait, moi j'aime pas forcément faire des débats ou parler des trucs comme ça et tout, mais vous écouter le matin, c'était cool parce que j'avais l'impression d'être avec vous, donc c'est vraiment le truc que j'avais envie que les gens ressentent, et si c'est le cas, vraiment ça me fait super plaisir. C'est le cas. Et puis j'ai remarqué, je tiens vraiment à féliciter aussi ta présence sur Instagram notamment, où tu es très très actif et on sent bien que tu prépares du coup le sujet, le fait d'ouvrir des boîtes de dialogue, le fait d'informer aussi de ce qui se passe, de comment tu montes le truc. Parce qu'il se passe en fait en backstage, ça fédère les gens. Et ne sois pas surpris justement de voir les gens qui te suivent augmenter si rapidement, quoi, parce que tu fais très très bien les choses. Voilà, et je tenais vraiment à t'en féliciter. Merci. En fait, ça me paraît normal en fait, parce que du coup, l'émission se construit là, grâce un peu aux gens qui participent aussi. Si personne participerait, je sais pas si ce serait pareil en tout cas, mais c'est un peu grâce à tout le monde, donc je pense que voilà, ça me paraît normal de pouvoir partager tout ça avec eux. C'est une aventure que je fais ça pas tout seul, je fais ça avec les invités qui viennent, avec les gens qui participent, donc voilà, c'est pour ça que je remercierai jamais autant les gens qui soutiennent, quoi. Ça fait vraiment super plaisir. On pourrait t'écouter toi tout seul, hein. T'es une aventure à toi tout seul, t'es drôle toi tout seul, mais c'est vrai que la boîte noire c'est autre chose encore. Bon voilà, je vous retiens pas plus de votre temps déjà, ça fait 1h20 qu'on parle et ouais, franchement. Un grand merci cool. Et un bel après-midi à vous tous. Et puis bravo, bravo pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous dégagez et pour tout ce que vous allez initier. Parce que ça commence par nous, ça commence par vous. Et oui. Ouais, je vous fais plein de bisous. Bisous à tous aussi.